le printemps des mathématiques. Un podcast en partenariat avec l'association Les Maths en Scène. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Dans le cadre du festival Le Printemps des Mathématiques organisé par l'association Les Maths en Scène et dont nous sommes partenaires, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Christophe Rabu. Bonjour Christophe Rabu. Bonjour. Vous êtes professeur émérite à l'INSA de Toulouse, spécialiste des splines et de l'analyse numérique. Vous êtes passionné d'enseignement et puis aussi membre actif de la communauté mathématique. Vous êtes investi dans l'association Maths en Scène. Alors avant de parler du festival et de ce que vous allez pouvoir y faire, puisque je crois savoir que vous allez diriger un atelier, j'aimerais quand même savoir ce qui vous a poussé à embrasser la carrière de mathématicien. Un professeur que j'ai eu en première et en terminale qui m'a aidé à me fixer et à me motiver par rapport à ça. Ce professeur, il n'a pas fait découvrir les maths à tout le monde. Je pense que j'étais sensible à une certaine rigueur et une certaine logique et que presque surtout, ce que j'apprécie beaucoup dans les maths, c'est le côté défi. En ce sens qu'on pose un problème, on se demande, on nous pose un problème ou on se pose un problème, on se demande bien comment on va pouvoir le résoudre et seul ou avec d'autres, on finit par trouver une solution, ou pas d'ailleurs. Ça, je crois que les défis, c'est quelque chose de très important dans la vie. Il y a eu l'enseignement qui a tenu une place importante dans votre vie, mais aussi les mathématiques appliquées. Est-ce que ça aussi, c'est important qu'à un moment donné, ça puisse déboucher sur quelque chose de plus pratique ? Alors, oui et non. Oui, on aime bien ça. Il n'y a pas de doute. Les applications, il y en a. Pratiquement dans tous les domaines, il y en a. Mais on ne les voit pas toujours tout de suite. Et quelquefois, il faut 10 ans, ou quelquefois 50 ans, ou 200 ans, avant d'avoir une application très directe et très importante de telle notion qui aura été travaillée sur le plan purement mathématique. J'étais dans les années 1980, quelque chose comme ça, à écouter un professeur de Paris qui faisait un exposé en disant ça m'intéresse d'aborder cette notion, la notion de fonction, différemment de ce que l'on fait d'habitude. Vous voyez, j'aborde de telle façon et je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais j'imagine que ça pourrait servir pour analyser des électrocardiogrammes et qu'il y aurait quand il y aurait une irrégularité, il y aurait un coefficient très fort, beaucoup plus fort que ce que l'on a avec les méthodes actuelles, qui permettrait que les personnes qui sont sous surveillance, d'alerter le service qu'il y a quelque chose à faire. Cette méthode qu'il a développée, c'est la base de tout ce qui est compression de fichiers, de tout ce qui est compression d'images, donc de JPEG, de MP3, de MP4, qui a complètement révolutionné les capacités informatiques par la suite. Il ne s'y attendait pas du tout. Et l'enseignement ? Ça a occupé beaucoup de place dans la vie. C'était même en fait ma première motivation de faire des maths, c'était de transmettre quelque chose à d'autres et de permettre à d'autres de progresser. C'était fondamental et ça l'est. À un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait dans l'enseignement faire travailler les élèves en groupe. Et j'ai vraiment basé mon enseignement sur le fait au lieu de faire des cours au tableau, de faire travailler les élèves en groupe et que c'était beaucoup plus utile, beaucoup plus efficace, beaucoup plus plaisant, agréable pour les jeunes comme pour l'enseignant, pardon. Ouais. Et ça, vous avez essayé de le traduire dans votre engagement au sein des Maths en Scène. Je l'ai dit, le festival, donc le Printemps des Mathématiques, c'est la 9e saison cette année. Vous allez proposer, je crois que c'est le 22 mars, un atelier à Cassanet-Tolosan, à la Salle du Lac. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet atelier et sur ce qu'il contient et sur ce qui... est-ce que vous en êtes à l'initiative ? Est-ce que vous-même, vous avez inventé cet atelier ? Comme souvent en maths, on invente les choses à plusieurs et ça s'est fait en collaboration avec une collègue qui était présidente de l'association La Grange des Maths à Grenoble, qui est un peu l'équivalent des Maths en Scène à Castanet, à Toulouse. L'idée, de toute façon, c'est d'abord de faire manipuler les jeunes sur quelque chose qui leur paraît être des maths ou pas, de leur montrer en quoi il y a des maths dedans et à quoi ça peut servir d'autre que ce qu'ils ont fait.
Alors l'idée, c'est ce qu'on appelle le théorème des 4 couleurs. Et je montre aux jeunes une carte de la France avec les départements. Et je leur dis, on voit bien que c'est les départements parce que 2 départements qui ont une frontière commune ne sont pas de la même couleur. Comme ça, on visualise bien les choses. Et pour cela, de combien de couleurs est-ce que j'ai besoin au minimum? Ils ont comme matériel des pentaminos, on fera de la géométrie du coup. Le pentamino, c'est comme un domino, c'est fait de 2 carrés. Un pentamino, penta c'est 5, c'est constitué de 5 carrés. Et des pièces qui sont 5 carrés, donc des carrés qui se touchent par le côté, qui forment une seule pièce, il y a 12 formes possibles. Et donc, ils ont des ensembles de ces 12 formes. Ils ont 5 ensembles de 12 formes, en général, 5 ou 6, de couleurs différentes. Et il s'agit de reproduire des formes que je leur montre. Et ils doivent faire des formes avec la contrainte que 2 pièces qui se touchent ne soient pas de la même couleur. Et en plus, je peux leur demander de le faire avec le moins de couleurs possible. Vous voyez que là, c'est déjà quelque chose d'un petit peu plus délicat, à un niveau encore un petit peu au-dessus. Êtes-vous sûr que personne ne pourra jamais faire avec moins de couleurs que ce que vous avez fait? Et là, on touche à la notion de théorème, de quelque chose qui est vrai de la même façon pour tout le monde. Donc, c'est à la fois un peu ludique, ça demande de la réflexion. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est un défi. Alors, on peut toujours faire avec 4 couleurs. Ça, c'est le théorème, pour ça qu'on appelle le théorème 4 couleurs. Alors, j'aimerais évoquer avec vous, pour terminer cet entretien, quelque chose aussi qui vous tient à cœur, c'est l'histoire des mathématiques et des mathématiciens et des mathématiciennes. Je sais que vous avez entretenu une correspondance avec Pierre Bézier, et puis aussi que vous faites des conférences autour de la figure de Sophie Germain. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces 2 personnages et sur l'importance que ça peut avoir aujourd'hui d'informer autour de l'histoire des mathématiciens et mathématiciennes? Informer, c'est important de parler de l'histoire. J'avais une épouse qui était professeure d'histoire-géographie. Mais donc, informer, c'est important du point de vue de l'histoire et de se rendre compte que ce sont des vrais gens qui ont fait des vraies mathématiques. Pierre Bézier était un ingénieur de chez Renault et il était responsable du service machine-outils. Et dans les années 1955-1960 est arrivé des machines-outils qu'on appelle à commande numérique, c'est-à-dire au lieu que ce soit un opérateur qui manipule la machine-outil, on envoyait des nombres à la machine pour la faire avancer de tant de millimètres ou de dixièmes ou de centièmes de millimètres, etc. Et il a fallu trouver des moyens de mettre en forme de nombres des courbes et des surfaces de façon à ce que les machines puissent construire des voitures, des pièces, etc. Le même problème a été posé chez Citroën à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui s'appelle Paul de Castelgio. Et ces 2 personnes ont complètement indépendamment l'une de l'autre trouvé la même solution par des moyens complètement différents. Et ça, c'est assez fascinant. Et effectivement, étant enseignant et enseignant des domaines sur cette partie-là, dans l'année 99, je voulais savoir comment ils avaient eu l'idée de trouver ça, l'un et l'autre. Alors j'ai écrit à tous les 2, et tous les 2 m'ont donné des réponses, et ça a été leur réponse, une longue lettre, une personnalité très différente de l'un et l'autre. Et là, on se rend compte que c'est tout à fait passionnant de voir que des chemins différents peuvent arriver à la même solution, etc. Donc voilà, très rapidement pour parler de Pierre Bézier, mais ceci est au point de départ de tout ce qu'on a appelé la CAO, conception assistée par ordinateur, mais je dirais de tout ce qui est dessin de courbes et de surfaces. Donc on arrive aux jeux vidéo, on arrive aux représentations, aux conceptions tout ce qui est conçu maintenant, tous les objets conçus sont conçus sur ordinateur et avec non pas exactement ce qu'ont fait Pierre Bézier et Paul de Castelgio, mais quelque chose qui s'en s'est déduit, qui ont été améliorés pendant des recherches de dizaines d'années et de façon à être plus efficaces qu'à l'époque.
Et c'est effectivement passionnant de se rendre compte de ça aussi. Oui, c'est passionnant. Bon, on pourrait en parler des heures. On pourrait évoquer également donc la figure de Sophie Germain. On n'aura malheureusement pas le temps. Je vous remercie en tout cas de nous avoir accordé ces quelques minutes. Je rappelle que vous serez donc le 22 mars à la salle du Lac à Castanet-Tolosan pour animer donc un atelier dans le cadre du festival Le Printemps des mathématiques organisé par l'association Les Maths en Scène. Merci beaucoup Christophe Rabu. Merci. Merci, au revoir. C'était Christophe Rabu, professeur émérite à l'INSA de Toulouse et membre de l'association Les Maths en Scène. Je précise que le générique de ce podcast, consacré au Printemps des mathématiques 2025, a été entièrement réalisé par une intelligence artificielle. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos interviews sur les plateformes de podcast comme Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore Podcast Addict, mais aussi sur notre site internet, sur notre compte X ou sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à l'une de ces plateformes et aussi à liker. Lors de notre prochain rendez-vous, nous ferons la connaissance d'Hugo Parlier, le parrain de cette 9e édition du Printemps des mathématiques.